constate au quotidien, c'est que le travail est une source de bien-être malgré tout et qui permet aux patients d'être aussi moins stigmatisés. Donc il apparaît évident que ça a une fonction, à mon avis, curative en soi. Mais il faut qu'il soit fait dans certaines conditions. Voilà. Vous évoquiez tout à l'heure le projet de vie. C'est quelque chose justement que vous essayez de caler avec les personnes que vous accompagnez. C'est l'importance du travail. Ce qui n'est pas toujours. Le projet de vie, c'est compliqué de l'exprimer. Nous-mêmes, on serait bien en difficulté pour en parler. Mais c'est souvent lors d'entretiens, que ce soit des entretiens avec un psychiatre, un travailleur social, une psychologue, que là, les personnes expliquent un petit peu pourquoi elles veulent travailler, ce qu'elles cherchent dans l'emploi. Est-ce que c'est de l'occupationnel? Est-ce que c'est des ressources? Est-ce que c'est une place dans la société? Est-ce que c'est parce qu'il faut travailler pour être comme tout le monde? Et je pense que ça, quand on a compris pourquoi la personne demandait à travailler, c'est déjà très important parce qu'on pourra mieux l'accompagner. Parce que quelquefois, elle peut très bien comprendre aussi que le travail ne sera pas possible et qu'elle peut faire autre chose, du bénévolat. On peut aussi l'orienter sur d'autres choses. Condition de lui apporter des ressources suffisantes, qui est aussi un problème réel. Voilà, mais je pense que c'est important de savoir pourquoi la personne demande à travailler, quelles sont vraiment ses motivations. Voilà, une fois qu'on a, nous, déterminé les capacités, c'est de voir vraiment quelles sont les motivations et comment on peut y répondre. Oui, c'est à vous. Je vous laisse vous présenter. Merci. Oui, bonjour, merci de vos interventions. Je m'appelle Patricia Tigui, je suis professeure à Lyon 2 en psychopathologie et psychologie clinique et j'ai beaucoup apprécié vos présentations. Vous avez notamment insisté sur le travail à partir de la partie saine de la personnalité des personnes pour lesquelles, en effet, comme vous l'avez dit, Dr Charpy, la frontière entre handicap et pathologie n'est pas en effet aussi simple. Alors, je voudrais justement réagir à ce qui vient d'être dit concernant le fait que, en s'appuyant comme ça sur la partie saine, en créant des médiations, c'est un peu là-dessus que nous travaillons à Lyon 2 dans le cadre de notre laboratoire de recherche. Nous arrivons à créer suffisamment d'énergie mobilisable pour qu'ensuite, dans un second temps, les personnes puissent souhaiter s'engager à nouveau dans des processus de formation professionnalisante, par exemple. Donc, comme s'il fallait réinitialiser, je dirais, un processus vital et en s'appuyant sur la partie saine, grâce à des médiations souvent artistiques, théâtrales. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine. J'ai observé que beaucoup de patients qui étaient réputés patients schizophrènes, chroniques, pour lesquels il y avait en effet des allocations adultes handicapés qui tombaient quelquefois pour eux comme des espèces de vétos, eh bien, le processus vital se réenclenchait peu à peu. Alors c'est vrai qu'on parlait des employeurs, je prêche pour ma paroisse, mais c'est vrai que ça demande tout de même pas mal de personnel que de s'appuyer sur la partie saine et que nous manquons tout de même cruellement de postes de psychologues, de travailleurs sociaux dans tous ces domaines qui pourraient justement suppléer à ces manques sociaux que nous connaissons actuellement. Voilà. Je vous remercie. Merci. Par rapport à ce qui vient d'être dit, nous aurons tout à l'heure donc des employeurs autour de la table, mais vous-même en tant que médecin, est-ce que vous pensez effectivement qu'en entreprise, on peut avoir cette sensibilité, cette attention, cet accompagnement, développer, je ne sais pas, des démarches qui vont au-delà du travail, mais qui ouvrent des perspectives artistiques de créativité? Je vais me placer plutôt comme pas comme un médecin, là, je dirais, par rapport à une personne peut-être un peu militante, parce que je travaille dans le milieu du soin, mais moi j'ai le sentiment que mon expérience du milieu de l'entreprise et la vision que les gens ont globalement des troubles psychiques en France n'est pas, à mon avis, très propice à ce genre de choses. Rien qu'en échangeant avec des amis ou des gens qui sont autour de moi, je me rends bien compte que les gens ont du mal à comprendre les troubles psychiques et je me pose tous les jours la question pourquoi. Pourquoi ce sont des choses aussi incomprises, mais
En tout cas, à mon avis, la stigmatisation est encore bien trop forte pour que le milieu de l'entreprise soit prêt à accueillir les personnes de la meilleure des manières qui soit, parce que ça demande du temps, quelque chose de l'ordre de la personnification un petit peu de l'accueil, ce que les entreprises, à mon avis, n'ont pas encore tout à fait les moyens de faire, parce que c'est quand même, à mon avis, plus difficile d'accueillir une personne qui souffre d'un handicap psychique qu'une personne qui a un handicap moteur pour lequel il s'agit de rendre quelque chose possible. Là, on n'est plus dans cette dimension-là. Donc, à mon avis, il y a encore des progrès à faire. Et pourtant, tel est l'enjeu de notre après-midi. Et vous-même, votre retour sur cette question de l'accompagnement et des qualités et compétences que ça nécessite des personnels des entreprises. Je pense que ça reste encore compliqué parce que le handicap est quand même invisible, imprévisible. Et je pense qu'il faut des adaptations qui doivent être tout le temps revues. Autant un handicap sensoriel, moteur, vous plaquez un aménagement et tout va bien. Là, pour le handicap psychique, c'est quelque chose qu'il faut surveiller constamment, puisque le handicap n'est pas toujours le même. Il y a des jours où la personne sera bien, moins bien. Donc ça demande, je pense, beaucoup de vigilance. Et puis cette vigilance, elle doit être tout au long du parcours et non pas au moment où la personne va rentrer dans l'entreprise, mais il faut vraiment que la personne soit accompagnée tout au long. Parce que maladie, on reste... Pour moi, le handicap psychique, c'est une maladie. C'est la résultante d'une maladie chronique. Donc la béquille, ça ne va pas être des lunettes ou un appareil auditif, ça va être l'environnement professionnel, les collègues de travail qui devront donner un coup de main de temps en temps. Donc c'est plus difficile à mettre en place. Ce n'est pas forcément très facile, très difficile je veux dire, mais il faut le faire. Il faut le faire avec des aménagements à calibrer, à caler, c'est très individualisé. C'est peut-être pas si compliqué, mais je pense qu'il faut beaucoup de volonté de la part de tout le monde. Merci. Je rebondis. Oui, madame. Oui, Rebecca Chatt, directrice du CEFRA, qui met en œuvre un dispositif d'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique depuis la fin des années 90. Alors je voudrais rebondir sur un certain nombre de choses qui ont été énoncées. Et la première, c'est en ce qui concerne l'autisme. Pour donc abonder sur ce qu'a dit le docteur Charpy. Et surtout pour préciser qu'il n'y a pas un, mais des autismes, et qu'effectivement, si nous sommes d'accord qu'il y a des situations d'autisme où là l'insertion va être compliquée et où le relais sera pris par les partenaires du secteur médico-social. Par contre, donc au CEFRA, nous mettons en œuvre des dispositifs d'accompagnement et comme vous venez de le dire, effectivement, dans la durée, avec des entreprises qui sont en capacité de s'investir véritablement. Et donc, je pense à des entreprises comme la Compagnie nationale du Rhône ou Sanofi, où nous intervenons auprès d'autistes au travail, en CDI, et qui sont accompagnés dans le cadre d'un dispositif qui n'est pas si compliqué, parce qu'à partir du où on met en place des actions de sensibilisation, de formation des équipes, des managers notamment, et de sensibilisation auprès des collègues, eh bien on arrive à maintenir, non seulement à maintenir, mais à faire perdurer les contrats de travail et à consolider l'emploi. Voilà, c'était pour compléter. Merci de cette précision. Vous avez l'un et l'autre cité cette approche multidimensionnelle, sociale, médicale, individuelle. Comment transplanter ça, je dirais, dans le monde de l'entreprise? Que vous ayez en tant, je dirais, que médecin ou qu'accompagnant cette triple préoccupation, l'entreprise peut-elle prendre en compte les trois facteurs? Moi, je pense qu'on a un allié dans le monde de l'entreprise, c'est quand même le médecin du travail, qui est quand même le lien, je dirais, entre le médecin, le psychiatre et puis l'employeur. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie le médecin du travail, qui est quand même, je dirais, quelqu'un de très important dans l'insertion, dans l'aide au maintien dans l'emploi. Et je pense que ce sont des professionnels qui sont de plus en plus sensibilisés au handicap psychique. On en rencontre de plus en plus, ils travaillent, ils sont partenaires, ils viennent. Enfin, je pense que c'est vraiment des professionnels qu'on peut mobiliser beaucoup. Et c'est leur rôle. Et je sais pas si, je pense que ça existe dans certaines entreprises, mais quand on parle de situations où on a besoin de quelque chose de très individualisé, parce qu'on ne peut pas prévoir à l'avance quelles vont être les difficultés, des notions de tutorat, d'accompagnement, ça à mon avis, ça me paraît être des choses qui peuvent être intéressantes, et je crois que ça existe dans certaines entreprises, parce que je pense qu'il y a la dimension peut-être un peu médicale et que peuvent un peu gérer probablement les médecins du travail.
quelqu'un qui accompagnerait cette personne pourrait gérer peut-être la dimension un peu plus subjective. Après, il y a une dimension qui est comment les collègues accueillent ce patient. Ça, c'est des choses sur lesquelles, malheureusement, on n'a pas énormément d'impact, si ce n'est en intervenant en tant que professionnel de la santé sur le handicap et essayer de faire évoluer d'une certaine manière les mentalités. Voilà. Une autre question? Oui, madame au deuxième rang. Je vous laisse vous lever et vous présenter. Bonjour, donc je suis Madame Abdallah, correspondante handicap au Centre ministériel de gestion de Lyon, donc pour le ministère de la Défense. Moi, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on recrute des personnes en situation de handicap, elles sont sélectionnées sur leurs compétences, dans un premier lieu. Ensuite, pour rejoindre ce que disait Madame, on s'appuie sur le médecin de prévention pour savoir si l'agent, enfin, le potentiel candidat, est apte ou pas à tenir le poste. Le médecin de prévention va recevoir le candidat à 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Très difficile de savoir si cette personne est en situation de handicap psychique ou autre. Et de toute façon, nous, on n'a jamais possibilité de le savoir puisque c'est du confidentiel médical. Et du coup, mettre quelque chose en amont pour préparer l'arrivée, que ce soit un tuteur, même si on le fait, que nos tuteurs sont formés justement par Andy Lyon-Rhône, pour autant, je trouve que ça reste quand même très compliqué. Voilà. Parce que d'une part, on ne sait pas que l'agent est en situation de handicap psychique, qu'il n'a pas forcément le souhait de le dire, que nous, on ne pose pas la question. Après, de faire la différence entre le fait que cette personne ait un caractère un petit peu difficile ou qu'elle a vraiment un problème de handicap psychique ou est-ce qu'elle est simplement lunatique, comment faire la différence dans un collectif de travail, c'est très compliqué. Tout à l'heure, Morin. Oui. On en est toujours à cette espèce d'approche d'étalonnage. Alors après, moi, pour la question d'une personne qui souffre d'un handicap psychique qui arrive dans une entreprise, je ne sais pas si je lui conseillerais de le dire déjà, pour la première chose, au départ, voilà. Je suis d'accord, mais après, bon, je ne sais pas réellement, mais en tout cas, à mon avis, je crois que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Il y a la confidentialité, il y a aussi l'approche, est-ce que quelqu'un qui est lunatique est quelqu'un qui est susceptible de ne pas faire un travail ou d'avoir quelque chose d'autre? Et après, nous, c'est des choses que nous, en tant que médecins aussi, on côtoie au quotidien. Quand est-ce que le trouble psychique débute et quand est-ce qu'on est dans une personnalité un petit peu difficile? Ça, c'est des choses que vous, en tant que personne du milieu professionnel, je pense que vous n'avez pas les moyens de pouvoir y répondre. À mon avis, on se résume à quelque chose que nous, on vit tous les jours, c'est-à-dire rentrer dans un lien de confiance avec l'usager, le soigner, afin qu'il puisse livrer au mieux ses difficultés. Et on sait d'expérience que quand une personne se sent écoutée sur ses difficultés, elle se livre bien plus facilement. C'est la seule attitude qu'à mon avis on peut avoir, parce qu'une personne, elle n'est pas du tout obligée de donner son handicap, et elle est détentrice de ça. Et moi, vraiment, en tant que médecin qui tient au secret professionnel, je trouve ça normal. Voilà. Oui, le pari de la confiance est effectivement extrêmement, je dirais, généreux, mais on peut comprendre qu'un non-professionnel, en un quart d'heure, a une difficulté à apprécier. Et le secret médical, je l'entends bien, et je comprends que vous y soyez attaché, mais en même temps, qu'est-ce que ça vous serait utile par moment d'avoir un petit peu d'éclairage professionnel sur la personne que l'on reçoit, avec une interrogation sur sera-t-elle apte à tenir un poste? Une des questions qui nous vient aussi d'Internet, c'est est-ce que dans certains cas, le trouble psychique ne serait pas plutôt une maladie invalidante qu'un handicap? Alors pour moi, le handicap n'est pas un mot médical, c'est-à-dire que moi, quand voilà, D'accord. Parce que moi, c'est ce que je pense avoir dit dans ma présentation, c'est-à-dire que le handicap a pour moi une valeur sociale qui est très importante. En tant que médecin au quotidien, on juge de l'aspect médical de la maladie à travers la symptomatologie et la résultante de cette pathologie. Donc moi, avec mon regard de médecin, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit là. C'est-à-dire je cherche à comprendre ce qui fait retentir, ce qui retentit dans la vie de tous les jours chez cette personne et sur quelles ressources on peut s'appuyer pour que cette personne aille mieux. Après, la question de la dimension sociale, en tant que médecin, elle ne m'incombe pas complètement, un petit peu quand même, je pense. Merci. Si nous n'avons plus de monsieur, au troisième rang. Bonjour, Mathieu Lebleu, je dirige les AD Jacques Chavant, dans l'ADAPI du Rhône à Lyon-Gerland. On accueille 160 personnes handicapées mentales
Et il y a une dizaine d'années, a été créé un atelier dédié aux troubles du comportement avec 10 personnes sur un atelier à part entière. Quand on s'est installé sur Lyon-Gerland, il y a 5 ans maintenant, on est revenu sur cette décision et on a fait le choix de mêler les populations et progressivement, donc dans nos ateliers, d'accueillir indifféremment des personnes déficientes intellectuelles avec ou sans troubles du comportement. D'abord, est-ce que vous validez ce type de dispositif? Et ensuite, surtout, je voudrais savoir comment, en vous entendant, il semble qu'il faille gagner vraiment en expertise pour bien connaître les personnes handicapées psychiques et leurs troubles du comportement. Et je pense surtout à nos moniteurs d'atelier, même s'ils fonctionnent régulièrement en équipe pluridisciplinaire, comment les faire gagner en expertise pour pouvoir justement associer ces deux types de handicaps différents. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que les personnes qu'on oriente sur un ESAT qui est, comme le vôtre, qui est un ESAT quand même traditionnel, même s'il y a une section avec des troubles du comportement, on est quand même encore dans le champ de la déficience intellectuelle, avec des troubles du comportement, des troubles surajoutés. Mais je pense que la déficience principale, c'est quand même la déficience intellectuelle. Donc on n'est pas forcément sur le même public que les personnes qui rentrent dans le champ de la déficience psychique, même si je disais de temps en temps où la frontière entre les deux, elle est très fragile et très mince. Quant aux sections, quant à l'évaluation, nous on doit vraiment, ce que je disais, c'est pas un entretien d'1 heure où on pourra comprendre vraiment les difficultés de la personne, ses capacités. Et là, moi, c'est un travail que j'avais demandé à l'ARS, c'est vraiment d'avoir des places d'évaluation. Ça, on en a vraiment besoin dans les structures médico-sociales. On a déjà eu des places, on a eu de la chance, on a eu des places sur le handicap moteur et pour la déficience intellectuelle. Et il nous faudrait, on a des places sur le handicap psychique, puisqu'on a l'ADP à Messidor. Il nous manque vraiment des places d'évaluation sur ces publics peut-être un peu fragiles, parce que on a des déficients intellectuels légers, moyens, avec des troubles du comportement. Et finalement, la résultante de tout ça, quelle va être la déficience principale? Est-ce que ça va être des troubles cognitifs? Est-ce que ça va être des troubles de l'attention? Est-ce que ça va être des troubles relationnels? Et ce qui fait que ces gens-là, finalement, au départ, qui auraient pu être orientés sur un ESAT plus traditionnel, pourraient relever plutôt d'une structure plus ESAT-psy. Ce que je disais, quand la frontière est très compliquée. Et c'est là qu'on a besoin d'une évaluation. Et souvent, les évaluations qu'on fait faire, par exemple, à Messidor, on ressort qu'on va sur un ESAT plus traditionnel. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ces sections d'évaluation. Il faut évaluer les gens sur 2 mois pour avoir quand même une bonne idée des troubles qu'ils peuvent avoir et des capacités qu'ils peuvent développer. C'est vraiment des choses dont on a besoin. Retournez-vous vers l'ARS. C'est un projet qu'on a en cours, demander des places d'évaluation dans les ESAT traditionnels. C'est vrai que la question des mises en situation peuvent être parfois très surprenantes. Il est difficile parfois de prévoir comment la personne réagira en situation. Donc c'est quelque chose de très important. Mais que vous estimez être une bonne pratique? Parce que j'estime être une bonne pratique et que nous, qui est réalisé dans notre service aussi de manière un petit peu différente, mais un certain délai d'attente. Alors, par contre, pour votre question sur faut-il mêler ou pas les personnes qui ont des troubles du comportement, ça, je dirais que c'est plus délicat. Il y a des ESAT qui ont gardé des sections avec des troubles du comportement, d'autres qui les ont fermées parce que c'était plus compliqué. Ils ont préféré mélanger les travailleurs ensemble. Moi, je trouve que c'est compliqué à donner une réponse. Et l'avis du psychiatre sur cette question de mélanger des personnes porteuses de différents types de pathologies? Moi, je pense que c'est une mauvaise idée de mélanger des personnes qui sont porteuses de déficience mentale ou de handicap mental avec des personnes qui souffrent de handicap psychique, parce qu'à mon avis, ce n'est pas du tout les mêmes prises en charge. Et moi, je pense que ça me paraît être une mauvaise idée. Après, c'est l'opinion du psychiatre. Nous sommes là pour vous entendre. Une réaction, et puis nous terminons cette table ronde sur cet aspect-là. Oui, bonjour, Sonia Laberon, maître de conférence en psychologie du travail et des organisations à l'Université de Bordeaux. Je voulais revenir juste sur ce que vous veniez de dire par rapport aux mises en situation. On parle beaucoup d'évaluation des personnes, à savoir si elles sont capables de retourner en emploi par le biais d'entretien, d'examen des motivations, etc. Et on parle très peu de postes, on parle très peu de compétences, d'évaluation des postes de travail et des compétences nécessaires pour être performant. C'est un peu l'objectif des mises en situation. On met les personnes au travail et on regarde s'ils sont capables de le faire. Est-ce qu'au niveau des MDPH, il y a des initiatives en ce sens, de façon à affiner les évaluations et à les centrer peut-être davantage sur les compétences que sur des motivations, dans des situations d'entretien où on sait qu'il y a des enjeux
qui ne permettent pas toujours aux personnes d'être à l'aise pour exposer leur motivation réelle. Alors, je dirais que dans les MDPH, l'évaluation sera un peu différente selon le type de handicap. Quand on est sur du handicap psychique, les personnes souvent, quand la maladie apparaît, la personne a déjà une formation, a déjà démarré un cursus, donc elle peut avoir déjà des compétences. Donc ça sera peut-être un peu plus facile pour nous parce qu'elle a déjà travaillé un peu. Alors quand on a sur la déficience intellectuelle ou on a des pathologies psychiatriques qui sont apparues dans l'enfant, ça va être plus compliqué parce que la personne n'a jamais travaillé. Nous, c'est vrai qu'on va évaluer plus les capacités professionnelles, plus que vraiment les compétences. Alors on a les bilans avec les psychologues de Pôle emploi, qui vont faire des bilans sur les capacités plus par rapport à un poste donné. Mais nous, on ne va pas être dans cette dimension-là dans les MDPH. On va être plus sur les capacités de savoir-être, savoir-faire, plus que sur capacité à répondre à un poste donné. Docteur Charpie, docteur Morin, je vous remercie. Merci de nous avoir aidés à essayer de baliser un peu le terrain. Et nous allons poursuivre avec la deuxième table ronde. Je vous laisse regagner vos places. Après ces esquisses de définition, d'approche, pour utiliser les mots les plus pertinents, nous allons essayer de prendre la mesure du trouble psychique. Donc il s'agit de santé mentale, quelles données quantitatives, quelles évolutions pouvons-nous observer? Et pour cela, un lanceur. Pour pouvoir cerner l'ensemble des enjeux des handicaps psychiques face au monde de l'emploi, il faut pouvoir mesurer l'ampleur et les évolutions de cette réalité. Le handicap psychique est le deuxième handicap en termes de nombre de personnes concernées, derrière le handicap moteur. 350 000 personnes en France seraient concernées par le handicap psychique selon l'INSEE. Selon l'UNAFAM, c'est 600 000 qui sont touchés par les pathologies psychiques. Elles représenteront, à l'horizon 2020, la première cause de handicap dans le monde, selon l'OMS. Toutes les pathologies psychiques n'entraînent cependant pas nécessairement de handicap. Un des facteurs qui rend le handicap psychique difficile à évaluer est la question de la déclaration RQTH, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. L'ensemble du phénomène ne peut pas forcément être cerné uniquement par le critère de la RQTH, car la stigmatisation sociale liée aux maladies psychiques freine souvent la déclaration. De plus, le parcours est long jusqu'à l'étape de la demande du statut RQTH. Mais, si les situations de handicap psychique sont sous-évaluées, cela reste par définition très difficile à cerner. Étudier les problématiques du handicap psychique face au monde de l'emploi, c'est devoir croiser des données. Du monde de la santé, des données sociales et des données sur l'emploi. Ce sont des secteurs différents qui n'ont pas forcément l'habitude de dialoguer. Globalement, la situation du handicap psychique dans l'emploi est plutôt en progression, même si elle demeure insuffisante. Le contexte général de pénurie d'emploi et de sous-qualification des demandeurs d'emploi se retrouve pour les travailleurs handicapés de façon exacerbée. Cependant, il n'existe pas d'augmentation significative du volume relatif des personnes en situation de handicap psychique. Par contre, l'étude montre que les personnes bénéficiant du titre de travailleur handicapé pour des troubles psychiques sont souvent victimes d'inégalités plus importantes du fait de la nature de leur handicap, par la crainte que génère le handicap psychique, l'inégalité sociale engendrée par ce type de handicap et la nature et le volume des dispositifs actuels, souvent inadaptés. Ce sont des accompagnements qui prennent plus de temps humain auprès de la personne pour compenser des fluctuations de l'état de santé, auprès des entreprises pour accompagner et expliquer, sur le long terme pour assurer le maintien dans l'emploi. Pour avoir la possibilité d'évaluer les besoins des personnes et la prise en charge par les structures, sur quelles données pouvons-nous aujourd'hui nous baser? Quelles précautions faut-il prendre à la lecture des données disponibles? Et comment agit-on aujourd'hui face à l'absence de visibilité sur certains points? Mais il faut être prudent sur les mots. Nous allons voir s'il faut être prudent également sur les données quantitatives, sur les évolutions. Pour aborder ce sujet, je fais appel à Claire Putou, de l'Observatoire régional sur le handicap, Daniel Dias, délégué régional de la GFIP, et Dr Sonia Labeyron, que nous avons entendu tout à l'heure, enseignant-chercheur en psychologie du travail et des organisations à l'Université de Bordeaux. Je vous laisse vous installer.
Et c'est vous qui commencez à nous apporter votre premier éclairage. Pardon. Bonjour à tous. Donc, j'interviens au titre de l'Observatoire Rhône-Alpes de l'emploi des personnes handicapées. Donc, c'est l'un des 5 pôles de l'association CRDI à laquelle j'appartiens. Donc, l'Observatoire est financé par la Directe Rhône-Alpes et travaille en collaboration avec la GFIP, mais également Pôle emploi, le Conseil régional, sur tous les sujets abordant les questions liées au handicap et à l'emploi. Donc, Andy Lyon m'a confié la lourde tâche d'essayer de quantifier le handicap psychique. C'est une tâche éminemment difficile puisque nous disposons, pour des raisons que je vais vous exposer, de peu de données, ou en tout cas de données insuffisantes aujourd'hui pour en avoir une vision exhaustive. Je vais commencer déjà par vous présenter les difficultés que l'on peut avoir à observer le handicap de manière générale. Pour pouvoir bien observer le handicap, il y aurait une seule façon, ce serait pouvoir l'intégrer au recensement de la population. Aujourd'hui, pour des raisons de discrimination, ce n'est pas fait. Donc, il a fallu, pour observer et accompagner ce public en termes d'action publique, trouver des moyens d'observation déviés, en fait. Donc, aujourd'hui, deux types d'observations possibles. Donc, les enquêtes de population générale. Donc, je vous en ai cité un certain nombre, qui, pour certaines dates, mais qui sont des enquêtes de grande ampleur, et de l'autre côté, les données de gestion, donc issues des MDPH, des établissements sanitaires médico-sociaux, mais aussi des dispositifs d'accompagnement, Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales, et bien sûr les organismes de prestations sociales. Donc ces deux types d'observations présentent l'un et l'autre des biais. Pour les enquêtes de population générale et forcément des intérêts, les enquêtes de population générale présentent l'intérêt d'être sur une analyse multidimensionnelle du handicap. Donc on peut aller jusqu'à l'approche sociale du handicap, et elle dépasse les logiques gestionnaires des différents organismes que je vous ai cités. Les limites, c'est qu'elles se restreignent à un échantillon qui peut ou pas être extrapolable à l'ensemble d'une population, et encore plus difficilement à un échelon local plus fin, comme au niveau d'une région, voire même d'un territoire départemental. Et enfin, l'une des limites, c'est le caractère déclaratif des données, avec les biais qui ont été évoqués en termes de déni du handicap. Sur les données de gestion, donc l'intérêt, c'est qu'elles sont saisies par des agents ou des conseillers, donc on pourrait penser qu'elles sont plus fiables, qu'elles permettent une traçabilité des parcours avec les systèmes d'information partagés. Mais les limites, c'est qu'elles offrent une lecture du besoin au travers de l'offre disponible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne détecte et on est capable d'analyser que des personnes qui veulent bien s'adresser à ces différents organismes. Donc voilà, on est vraiment sur un puzzle pour observer le handicap. Et pourquoi j'insiste à un niveau général, puisque ça s'applique bien évidemment au handicap psychique. Alors, je vous ai présenté quelques données assez générales sur la population en situation de handicap au niveau national, issues d'enquêtes. Pour cette enquête, c'est l'enquête handicap santé auprès des ménages. Donc, à l'époque, 66 millions d'habitants en France, 41 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans. Il y aurait une personne sur 5 qui ferait partie de la population en situation de handicap au sens large. Donc, la définition du sens large, personne déclarant avoir au moins un problème de santé et rencontrant des difficultés importantes dans leur activité quotidienne ou professionnelle. Donc là, on est vraiment dans une logique multidimensionnelle du handicap. Parmi ces personnes, 2,5 millions seulement seraient bénéficiaires de l'OETH, de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et parmi elles, 1,1 million seraient des bénéficiaires actifs. Donc on parlait tout à l'heure du taux de chômage des personnes en situation de handicap qui est plus du double que l'ensemble de la population, puisqu'on s'élève à 22%. Donc voilà pour les données de cadrage. Si l'on va un peu plus loin sur les typologies de handicap, au niveau de l'enquête, cette fois HID, handicap, invalidité, dépendance, qui reste ancienne mais néanmoins est exhaustive, et solide, il y aurait 15,7% parmi les personnes interrogées de personnes ayant un handicap intellectuel
ou mentale. Donc là, on était encore, j'ai envie de dire, à une époque où on mixait les deux approches, avec d'un côté la déficience intellectuelle et de l'autre côté la maladie mentale. Donc si on appliquait ce pourcentage à la région Rhône-Alpes, chose qu'il faut faire avec beaucoup de précautions, on aurait 700 000 personnes qui seraient atteintes de ces troubles en Rhône-Alpes. Pour aller plus loin, donc, en région Rhône-Alpes cette fois, je vous invite à regarder brièvement les chiffres suivants qui concernent les données de gestion, justement. Donc, en Rhône-Alpes, vous avez d'un côté les reconnaissances travailleurs handicapés, donc, qui ont été accordées en 2014 par l'ensemble des MDPH rhône-alpines. Donc, on est à 46 700. Chaque année, le volume rhône-alpin des reconnaissances reste constant. Donc, l'évolution des personnes, une RQTH pouvant durer plusieurs années, est en augmentation massive. Et en parallèle, le nombre d'AH versés en Rhône-Alpes est de 90 000. Sur les personnes en situation de handicap en emploi, donc voilà encore une fois un puzzle à reconstituer avec 38 500 personnes en situation de handicap en emploi dans le secteur privé et 13 000 personnes dans le secteur public, 13 000 personnes également dans le milieu protégé ou adapté. À savoir que pour le secteur privé et public, on est en capacité d'observer que les établissements plus 20 salariés. Donc encore une fois, un biais à soulever. En parallèle, Pôle emploi repère une partie des personnes en situation de handicap et il y aurait 44 000 personnes inscrites à Pôle emploi à la fin 2014. Donc voilà pour un peu le puzzle que l'on peut reconstituer à partir des deuxièmes types de données, donc les données de gestion. Et j'en viens aux difficultés méthodologiques liées en particulier au handicap psychique. Donc je ne vais pas m'aventurer sur les termes médicaux puisque ce n'est pas notre cœur de métier à l'Observatoire, mais je tenais à repréciser les trois principaux biais liés à l'observation de ce public. La question forcément de la définition, on a vu... Est-ce qu'on va observer, on est obligé dans la statistique de faire des catégories. Est-ce qu'on va observer, quantifier en termes de maladie, en termes d'incapacité, en termes de désavantages? Est-ce que la notion même, les définitions de maladie n'ont pas évolué dans le temps? Comment est-ce qu'on fait pour les suivre? Comment est-ce qu'on fait pour justifier ce qu'on entend un peu partout, qu'il y a de plus en plus de personnes en situation de handicap psychique? C'est extrêmement complexe. Et enfin, un des biais qui a été soulevé notamment dans le cadre de l'enquête HID, c'est la confusion parfois faite à tort entre le handicap mental et le handicap intellectuel. Psychique, pardon, merci. Sur le deuxième biais, donc c'est l'écart entre les données et le réel. Donc mademoiselle Lamandel le rappelait en introduction, il faut, pour pouvoir bien observer, croiser les secteurs santé, sanitaire, social et de l'emploi, sachant qu'une personne peut être à deux endroits en même temps, entre guillemets, puisqu'elle peut être à la fois accompagnée par un CVS, mais être comptabilisée dans les BOET, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi du secteur privé et public. Donc il y a aussi cette question-là. Et enfin, tout simplement, la personne peut ne pas vouloir reconnaître son handicap, soit parce qu'elle est dans le déni ou la peur de la stigmatisation, soit tout simplement parce qu'elle n'a pas forcément besoin d'un accompagnement spécifique. Et enfin, le biais des enquêtes que je vous ai déjà évoqué, le caractère déclaratif. Comment est-ce qu'on fait un questionnaire tout basiquement pour recueillir l'information auprès de personnes qui ne sont pas eux-mêmes experts de leur handicap et des conséquences surtout qu'il a. Et la question de la localisation que j'ai déjà évoquée. Voilà, donc pour ne pas être complètement pessimiste, nous avons quand même cherché à rassembler un certain nombre d'informations quantitatives. Alors voilà pour l'enquête HSM, Handicap Santé Mentale de 2008, la plus récente que l'on ait. Elle a été effectuée auprès de... Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été effectuée auprès de ménages ordinaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur les personnes en institution. Donc si l'on prend d'un côté l'approche en termes de pathologie, donc là, on est de l'ordre de la pathologie, schizophrénie, autisme, dépression chronique, anxiété, ou que l'on ait une approche en termes de troubles, on n'a pas les mêmes chiffres. Donc si on prend la première approche, il y aurait en France 3 millions de personnes ayant connu au cours des 12 derniers mois l'une des pathologies suivantes. Donc je vais vous citer schizophrénie, autisme, dépression chronique, anxiété chronique ou autres maladies psychiques. Donc soit 8% de la population.
Donc, je vous ai cité quelques chiffres, enfin quelques volumes. Si l'on appliquait cela à la population Rhône-Alpes, on serait à 300 000 personnes. Si l'on a une approche en termes de troubles, il y aurait 7 millions de personnes connaissant un trouble ou une difficulté au niveau national, soit 18,6% de la population. Donc là, on monte vraiment en charge, avec des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur en priorité, troubles cognitifs, puis les questions de difficultés dans la relation avec autrui. Voilà, donc pour les données d'enquête générale, je vais passer celui-ci également. Je vous présente aussi ce graphique-là qui est issu de l'enquête santé et itinéraire professionnel. Donc l'intérêt, c'est qu'elle est effectuée avec un suivi de cohorte. Les mêmes personnes ont été interrogées en 2006 et en 2010. En 2006, n'ont été interrogées des personnes qui étaient en situation d'emploi. On a été les voir 4 ans plus tard pour savoir où elles en étaient. Et ce qui est intéressant de remarquer, enfin intéressant en tout cas regrettable à observer, c'est que lorsqu'on parle de la population générale, on voit que le taux d'emploi, c'est le taux d'emploi qui est affiché avec la différence homme-femme, mais on ne va pas s'y attarder. Prenons celle des hommes, 92,8% des personnes étaient toujours en emploi. Si l'on va chercher du côté des personnes souffrant d'un trouble anxieux généralisé, d'un épisode dépressif caractérisé ou au moins d'un trouble mental, on voit que les taux d'emploi chutent de manière importante, en moyenne moins 10 points par rapport à la population générale. Donc la question du maintien dans l'emploi est également prioritaire, en tout cas problématique pour ces personnes-là. Enfin, une autre approche, alors plus sur le volet du ressenti. Donc là, on a voulu vous présenter le ressenti des personnes ayant un trouble psychique et celles ayant un cancer. On a souvent, en tout cas peut-être la représentation que le cancer est une maladie, enfin c'est une maladie éminemment lourde à porter, à combattre. Et on a vu le retentissement que ces deux types de troubles ou de maladies avaient sur l'itinéraire professionnel et les conséquences, sur l'itinéraire professionnel. Donc, ce que l'on a constaté de manière intéressante, c'est qu'on voit que les troubles psychiques auraient des répercussions, en tout cas des conséquences sur l'itinéraire professionnel du point de vue des personnes plus importantes que des personnes ayant un cancer. Voilà, donc c'est des chiffres qui nous ont interpellés. Donc on les a mis là à titre d'exemple. Voilà pour les données d'enquête. Je vais ensuite passer aux données de gestion. Donc on a essayé de faire un tableau un peu synthétique. On a certainement oublié des services, mais en tout cas de tout le parcours, que ce soit social, sanitaire ou d'emploi, sur lequel pouvaient cheminer les personnes en situation de handicap psychique. Donc on a les structures médico-sociales d'hébergement d'accompagnement, donc avec 2 catégories que l'on a fait peut-être de manière un peu dichotomique, mais qui néanmoins peuvent parler, avec d'un côté les personnes qui sont prises en charge dans des services comme les MAS, les maisons d'accueil spécialisées, les femmes ou les foyers de vie, qui n'auraient pas une autonomie suffisante pour accéder à l'emploi. Et on aurait un volume de 1108 places de personnes en situation de handicap psychique en Rhône-Alpes. Donc ce sont des données issues du livre blanc. En parallèle, les personnes également prises en charge dans ces structures d'hébergement d'accompagnement qui potentiellement pourraient être dans une démarche d'emploi, avec toutes les précautions que l'on met derrière ce potentiellement. Donc là, je parle des foyers d'hébergement, des résidences sociales et des centres d'hébergement, par exemple. Il y aurait 1124 places en Rhône-Alpes. Donc on a identifié également les GEM, les groupes d'entraide mutuelle, les SAVS et SAMSA, avec 4900 places dédiées en Rhône-Alpes, et le secteur sanitaire, hors secteur infanto-juvénile, donc tout ce qui est services psychiatriques, médecins de ville, équipe mobile, avec environ 6800 personnes prises en charge ou accompagnées en Rhône-Alpes. Donc reste le secteur, j'ai envie de dire, qui peut être concomitant, mais de l'emploi, avec les services de réhabilitation, les dispositifs d'accompagnement. Alors là, pour ces 2 catégories, on n'a pas de chiffres. Aujourd'hui,
Pôle emploi n'est pas en mesure de caractériser le type de handicap des personnes qu'elle accompagne. Ils n'en ont d'ailleurs pas le droit. Et enfin, le milieu protégé, qui en tout cas est adapté, les ESAT et les entreprises adaptées, avec environ 1120 places dédiées aux personnes en situation de handicap psychique. Environ 10% de l'ensemble du public qu'ils accompagnent ou qu'ils salarient. Voilà. Et puis ensuite, le milieu ordinaire, avec le biais le plus important pour le public, qui est que les personnes ne se déclarent pas forcément, ne déclarent pas ou n'ont pas recours aux soins. Donc je termine justement sur cette question du recours aux soins, puisqu'une des questions qu'on s'est posées et on a eu bien du mal à y répondre, c'est est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes en situation de handicap psychique? On l'entend beaucoup, mais comment l'objectiver? On a juste voulu apporter un regard un peu neutre, en tout cas issu du baromètre santé 2005 et 2010 de l'INPES, qui montre qu'en fait, le taux de recours aux soins chez les personnes, c'est un exemple, souffrant d'un épisode dépressif caractérisé, a augmenté considérablement entre 2005 et 2010, en 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a un taux de recours aux soins qui a augmenté de plus de 20 points en 5 ans. Donc, il est difficile de savoir si les personnes touchées par le handicap psychique est vraiment en augmentation, parce qu'on n'a pas de recul, parce que la définition est difficile à stabiliser d'un point de vue statistique, et on peut supposer, mais c'est un débat ouvert et sur lequel je pense qu'il peut y avoir des contre-arguments. Deux phénomènes pourraient expliquer cette impression, c'est qu'il pourrait y avoir un taux de recours aux soins en augmentation, et notamment une meilleure détection des troubles grâce peut-être, mais là je me retourne plus vers les professionnels, des détections des troubles grâce à l'évolution des outils de diagnostic. Ce sont des suppositions et qui se veulent ouvrir le débat. Voilà, donc pour ma partie, je laisse la main à... Merci à vous. On mesure la difficulté qu'il y a à quantifier, d'autant plus lorsqu'on a entendu la première table ronde. Identifier un objet à ce point délicat qu'on refuse justement de catégorier, c'est extrêmement difficile. S'ajoute à cela une expression pas forcément très volontaire des personnes peut-être souffrant de ces troubles. Rude travail. On va continuer notre balisage avec vous, Daniel Diaz. Donc vous êtes délégué général de la GEFIP. Donc éclairage supplémentaire pour essayer de mesurer les évolutions. Bien, bonjour à tous. Alors d'abord, parce que j'ai peur d'oublier, et on commence à le voir, alors on s'en doutait déjà un peu avant de venir, mais on en est persuadé maintenant, appréhender la question du handicap psychique et de l'emploi est extrêmement difficile, qu'on l'aborde sous l'angle de sa définition, qu'on l'aborde sous l'angle de sa quantification, et on va voir dans les 2 prochaines tables rondes qu'on l'aborde sous l'angle de l'insertion, de l'accompagnement ou du maintien en emploi. Donc pour toutes ces raisons, et je me tourne vers vous, Monsieur le Président, et vers vous, Monsieur le Directeur Général, pour vous remercier de cette initiative et pour vous féliciter. C'est justement parce que c'est complexe qu'il faut nous réunir tous, non pas pour trouver toutes les solutions, mais commencer à entrevoir des pistes, à valoriser certaines actions qui ont pu être mises en œuvre jusqu'à maintenant, à dégager ensemble les facteurs clés de succès. Donc, parce que j'avais peur de l'oublier, je le fais avant de le rentrer dans le vif du sujet. Alors, initialement, à cette table ronde, était annoncée Annick Montfort. Alors, vous l'avez vu, je ne suis pas Annick Montfort. Annick Montfort, qui est notre directeur de l'évaluation et de la prospective, qui sans doute aurait été mieux placée que moi pour évoquer et aborder la question du handicap psychique sous l'angle de sa quantification. Alors, on m'a demandé, et j'ai bien évidemment accepté de la remplacer. Alors, je ne vais pas la remplacer, je vais participer à cette table ronde, parce que je ne serai sans doute pas en capacité d'apporter les mêmes éléments qu'elle vous aurait apportés. Pour autant, je vais essayer de répondre à la question qui nous est posée, de répondre à la commande qui m'est passée, en vous apportant sans doute un autre regard, le regard de quelqu'un qui est sur le terrain, le regard d'une délégation régionale et le regard d'un délégué régional. Faire parler la GEFIP sur le handicap psychique et sur sa quantification, ça ne peut pas se faire
si préalablement on n'a pas resitué l'AGEFIP dans son contexte et par rapport à ses missions. L'AGEFIP et les chiffres, oui, quels chiffres et pourquoi faire. Donc je vais prendre l'autorisation, en tout cas je me suis autorisé, la possibilité de vous présenter en quelques mots, je vous rassure, et en quelques minutes, ce qu'est l'AGEFIP, mais surtout ce qu'elle n'est pas. D'abord, l'AGEFIP est un organisme national dont la gouvernance est constituée par un conseil d'administration paritaire, oui, mais élargi aux associations de personnes handicapées. Donc parmi les associations de personnes handicapées, on trouve des grandes associations différentes en fonction du handicap. Donc à ce titre-là, nous avons déjà depuis plusieurs années l'UNAPI et de manière plus récente l'UNAFAM. L'AGEFIP, et c'est le législateur qui lui a confié cette mission, la mission de développer l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées et en milieu ordinaire. Chaque terme, bien évidemment, a un sens. C'est un organisme national, je vous l'ai dit, avec aujourd'hui 18 délégations régionales, et chaque délégation régionale inscrit son action dans le cadre d'un partenariat dense et au plus près des besoins des bénéficiaires et des entreprises. Donc quand on parle de besoins, on commence à rentrer dans l'aspect quantification, parce que pour pouvoir répondre aux besoins, encore faut-il être en capacité de l'évaluer. Alors, délégation régionale, on ne peut pas limiter l'AGEFIP à son réseau de délégations régionales. L'AGEFIP, c'est aussi un siège avec des fonctions assez classiques, et parmi ces fonctions, une direction d'évaluation et de la prospective, dont les missions, alors c'est moi qui les ai résumées ainsi, mieux identifier le besoin de la population handicapée et celui des entreprises, évaluer l'impact des actions que nous proposons, que nous menons, et anticiper. Et pour ça, il nous faut, et j'en dirai 2 mots tout à l'heure, pouvoir agir en matière d'innovation et d'expérimentation. Alors les priorités de l'AGEFIP, là aussi on ne peut pas évoquer les chiffres si on ne fait pas référence à nos priorités qui sont définies par un conseil d'administration. Ces priorités sont les suivantes. La prise en compte des besoins des personnes handicapées les plus éloignées de l'emploi, j'y reviendrai tout à l'heure, puisque parmi ces personnes les plus éloignées de l'emploi, on peut rencontrer des personnes handicapées psychiques. Le développement de la qualité de l'accompagnement des personnes handicapées et la qualité du conseil qui est délivré aux entreprises. Et on voit bien, là, déjà depuis tout à l'heure, qu'on touche ces questions-là. On a entendu tout à l'heure qu'il fallait plus de temps en matière d'accompagnement, il fallait plus de temps pour convaincre l'entreprise de recruter et de maintenir un collaborateur handicapé psychique. Donc cette question centrale de la qualité du conseil et de l'accompagnement, elle est au cœur de nos préoccupations. Bien évidemment, le développement de la qualification, on a parlé de compétences et on en reparlera. Et puis, le maintien dans l'emploi, on l'a déjà effleuré et très certainement tout à l'heure, cette thématique reviendra. Pour servir ces priorités, nous avons développé une offre de service qui est composée en 4 grands domaines. Les aides directes que nous proposons aux entreprises et aux personnes handicapées. Parmi ces aides, toutes les aides relatives à la compensation du handicap, qu'il soit physique ou pas. Autre niveau d'intervention, nos partenaires services, et bien évidemment, parmi lesquels, en premier lieu, Cap Emploi, mais aussi SAMET. Je sais qu'il doit y avoir des SAMET dans la salle. Et aussi Alter. Donc SAMET pour ce qui est du maintien dans l'emploi, Cap Emploi pour ce qui est du recrutement et du conseil à l'entreprise, et Alter pour ce qui est de la mobilisation des entreprises. Vous l'avez compris, il faut qu'on soit en capacité d'agir sur l'ensemble de ces sujets pour que la question de l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises devienne et reste une réalité. Dernier niveau d'intervention de l'AGEFIP, c'est tout ce que l'AGEFIP apporte en direct, notamment tout ce qui porte sur le conseil aux entreprises. Notre offre de service, et c'est bien important aussi de le comprendre, elle s'adresse aux personnes handicapées, qu'elles soient demandeurs d'emploi ou salariés, et ce, quelle que soit la nature de leur handicap, dès lors où ce handicap est reconnu d'un point de vue administratif. Et là, on voit bien, parmi
les difficultés à quantifier, à appréhender le handicap psychique, il y a celle de la reconnaissance administrative. Notre offre de service s'adresse aux entreprises privées, et ce, quelle que soit leur taille, moins de 20 et plus de 20. Pour autant, même si l'action de la GFIP s'adresse aux entreprises privées, ça a été la volonté du législateur, bon nombre des services, des prestations que nous avons mis en œuvre sont également délivrés aux employeurs publics via une convention que nous avons avec notre homologue s'agissant des employeurs publics, le FIPH-FP. S'il est dans la salle, je le salue. Parmi nos prestations, parmi notre offre d'intervention, également des prestations de formation, des prestations de compensation, et on reviendra sur cette notion de prestations puisqu'on évoquera les prestations ponctuelles spécifiques. Alors, maintenant que j'ai un peu resitué la GFIP dans son contexte, je vais enfin essayer de rentrer dans le vif du sujet. Alors, le challenge qui est le mien, c'est de participer à une table ronde sur la quantification sans évoquer le moindre chiffre. Alors, vous verrez que je ne vais pas y arriver. Alors, ce que je vais faire, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, que ce soit dans le cadre de la présentation initiale de Sarah Lamandin, que ce soit sur la présentation de Claire Putou à l'instant, je vais simplement revenir sur quelques points qui me semblent les plus saillants, en tout cas du point de vue de la GFIP. Claire Putou a dressé un tableau assez exhaustif et a bien posé la problématique. Alors, je vous l'ai dit à l'instant, nous, notre public, dès lors où ce public est dans une logique d'insertion professionnelle, dès lors où il est reconnu handicapé d'un point de vue, et qu'il a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé d'un point de vue administratif, il est éligible à l'action, à l'intervention de la GFIP et de ses partenaires. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité avoir une approche trop fine par type de handicap. Nous essayons de raisonner plus, donc d'avoir une approche plus large et de raisonner davantage en termes de compensation, même si on sait que les deux sont plus ou moins liés, plutôt que par type de handicap. Donc, c'est en travaillant sur l'analyse des besoins en matière de compensation qu'on a aussi été en capacité de proposer, même si notre offre elle est généraliste et elle doit le rester au maximum, de proposer des accompagnements et des aides spécifiques, et spécifiques aussi par type de handicap. Alors on n'a pas fait ça pour faire plaisir à notre gouvernance et à notre conseil d'administration et à ses différentes composantes. C'est parce que, et s'agissant notamment du handicap psychique, on a, grâce aussi à tous les partenaires avec lesquels on travaille, et les prescripteurs, les réseaux accompagnateurs en premier lieu, nous avons été en capacité de définir, de dégager le besoin et de mettre à côté et en complément de l'action des acteurs de l'emploi, Pôle emploi, Mission locale et Cap emploi, des prestataires, des acteurs, des professionnels qui vont accompagner le parcours de la personne, et notamment de la personne handicapée psychique, en lien avec les professionnels de l'insertion. C'est parce qu'on sait qu'il faut plus de temps, c'est parce qu'on sait qu'il faut des compétences différentes de celles des accompagnateurs, des compétences complémentaires, qu'on a fait et qu'on a mis en place sur l'ensemble du territoire national. C'est assez récent, ce qu'on appelle dans notre jargon des prestations ponctuelles spécifiques pour le handicap psychique. Alors, ça existait déjà pour le handicap moteur, en tout cas sur une majorité du territoire, et depuis de nombreuses années. Ce n'était pas le cas en Rhône-Alpes, mais sur d'autres parties du territoire, c'était le cas. Ça existait aussi pour le handicap sensoriel, déficience auditive, déficience visuelle, et on l'a proposé pour le handicap psychique et le handicap mental. Donc, une approche assez généraliste. Pour autant, nous sommes en capacité de proposer un peu plus de sur-mesure lorsqu'il s'agit d'accompagner et d'appréhender une problématique plus compliquée, plus lourde. Alors, je ne vous cache pas que ça a été plus difficile sur les PPS, handicap psychique ou mental,
que sur les PPS handicap moteur ou handicap sensoriel. C'est vrai, ce qui ne veut pas dire que c'est toujours très simple, mais ça a été plus compliqué. Daniel Diaz, je me permets de dire que l'heure tourne un petit peu. Donc j'ai bien compris votre réserve à nous donner un chiffre, mais dans l'évaluation même des besoins, par rapport à l'offre que vous devez mettre en face, il n'est absolument pas possible d'avoir une esquisse. Alors, sans avoir de chiffres après la virgule, bien sûr. Alors, on aura, si en plus on est en capacité de mettre des chiffres après la virgule. Par contre, ils sont à mettre en lien avec tout ce qu'on s'est déjà dit. Vous avez vu, hein, lorsqu'on aborde la question statistique, on parle souvent au conditionnel. Là, c'est encore... on l'a bien entendu. On parle de reconstituer des puzzles, on parle d'indices, on parle de faisceaux, convergents ou pas. Donc, c'est quand même dans ce cadre-là qu'on doit inscrire notre action. Donc, pour autant, tout à l'heure... Alors, je vais juste avancer. Tout à l'heure, Claire nous a précisé quelles étaient les deux sources sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Donc, elle a parlé des enquêtes de population générale. Je ne reviendrai pas là-dessus, sauf pour vous dire que pour nous, l'enquête qui fait la référence, c'est l'enquête emploi. Et puis, elle a évoqué les données de gestion. Alors, nous, on a des données de gestion. On a nos propres systèmes d'information, puisque toutes les aides que nous délivrons sont octroyées au travers d'un système d'information, vous vous en doutez. Hein. On est aussi en capacité de suivre toutes les prestations qui sont délivrées par les prestataires, notamment les prestataires PPS, au travers d'outils de gestion. Et donc, on a nos propres systèmes d'information. On a aussi un autre système d'information qui est commun à Samet et à Cap Emploi, c'est Parcourage. Donc là, on pourrait considérer qu'on a une mine d'informations importante, et on l'a, et c'est une réalité. Par contre, là aussi, ça peut être biaisé. Alors, c'est biaisé parce que tout le monde ne met pas la même chose derrière les mêmes mots, tout le monde ne coche pas de la même manière dans l'outil informatique. On a notamment un phénomène de porosité, hein, et je sais qu'il y a des Cap Emploi dans la salle, il y a un phénomène de porosité entre multi-handicap et handicap psychique. Voilà. Il y a des pratiques qui sont différentes d'un Cap Emploi à un autre, d'un SAMET à un autre, mais même d'un conseiller à un autre. Donc, il faut, quand on analyse les données, il faut qu'on soit en capacité de prendre conscience de ça. Donc oui, il y a un chiffre. Alors là, je n'ai pas la virgule, parce que j'ai arrondi. Mais globalement, s'agissant des prises en charge par le réseau Cap Emploi, ça oscille en fonction des Cap Emploi, des départements, entre 8 et 10%. Entre 8 et 10% des publics accompagnés par Cap Emploi déclarent un handicap psychique. Alors, ce taux, parce qu'il y a la question... Il y a la question aussi Daniel, il va falloir que nous terminions bientôt. Ouais. Donc, il y a la question de l'évolution. C'est-à-dire, on est sur une tendance. Hein. Je crois que c'est dans un des films, hein, on parlait de handicap psychique, maladie du siècle. Hein. Je crois que c'est Max Toinel qui le posait en question. Hein. Donc, je ne sais pas s'il y a une évolution forte. Nous, ce qu'on constate, c'est que la part entre 8 et 10%, elle est constante au niveau des Cap Emploi. Elle est constante au niveau des Cap Emploi. Ok. Bien. Alors, je vois que nous sommes pris par le temps. Donc, il y a d'autres éléments statistiques là aussi qui peuvent être intéressants. Lorsqu'on regarde les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus d'1 an. Donc, on l'a dit tout à l'heure, s'agissant du handicap psychique, on n'a pas de données, puisque la statistique est par définition non discriminante. Donc, on ne peut pas disposer de ces données. Pour autant, et là on va faire de l'extrapolation, mais c'est assez intéressant. S'agissant des chômeurs longue durée, lorsqu'on regarde la statistique tout public, on prend les demandeurs d'emploi tout public, 39% des demandeurs d'emploi tout public sont des chômeurs de longue durée. Quand on regarde cette même statistique, donc là on est sur une source Pôle emploi, quand on regarde cette même statistique, s'agissant des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi, on voit que c'est 54%. Donc déjà, on constate que les travailleurs handicapés ont une durée d'inscription plus longue. J'apprends rien à personne dans cette salle. Quand on regarde la statistique, alors vous allez me dire où est-ce que vous l'avez trouvée, je vais vous le dire. La statistique, cette même statistique pour le public handicapé psychique, on arrive à un peu plus de 70%. Alors autant les deux premières statistiques sont des données officielles, autant la troisième, celle qui nous concerne aujourd'hui, elle est un peu extrapolée. On a regardé les bénéficiaires de nos PPS. Alors, il n'y a pas que des demandeurs d'emploi dans les bénéficiaires de nos PPS, il y en a 85%.
Et on a regardé, on est en capacité de caractériser. Donc caractériser, et c'est comme ça qu'on a extrapolé. Mais on peut difficilement comparer, la source n'étant pas la même. Quand on regarde le niveau de formation, qui est aussi une des caractéristiques qu'on surveille s'agissant du public handicapé, Bac et plus, on regarde cette stat, Bac et plus, hein, ça parlera à un grand nombre. Tout public, 47%. Demandeur